Bonjour à tous, alors deuxième partie de la Première Guerre mondiale, une guerre totale. Alors aujourd'hui nous allons parler de la mobilisation des artistes après avoir parlé du rôle des femmes. Alors nous allons nous poser cette question-là, donc comment les artistes ont contribué à l'effort de guerre, donc c'est notre problématique de cette séance, et donc nous allons parler des artistes et de leur mobilisation pendant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi parler de ça? De la même manière, on pourrait se poser pourquoi parler des femmes et du rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale, parce que la problématique de ce chapitre, c'est de montrer que la Première Guerre mondiale a été une guerre totale. Alors, une guerre totale, vous avez la définition, c'est une guerre qui mobilise toute la totalité du pays, toutes les ressources, toute la population, toute l'économie d'un pays est mobilisée dans un seul objectif, la guerre. Donc une guerre qui mobilise la totalité d'un pays. Donc dans ce cadre-là, pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale fut une guerre totale? Eh bien parce que il n'y a pas que les soldats qui ont contribué à l'effort de guerre, il y a également les femmes, il y a également les artistes, donc ça nous allons le voir aujourd'hui, puis il fera une troisième partie sur le rôle des entreprises et comment les entreprises ont contribué à une économie de guerre. Alors, nous allons continuer plus avant dans ce chapitre, et d'abord, donc nous allons répondre à notre problématique. Pourquoi peut-on dire que la Première Guerre mondiale fut une guerre totale à travers l'exemple des artistes? Et nous allons étudier d'abord l'itinéraire de 2-3 personnages. Alors je vous demande pas de retenir tous les noms d'artistes. Alors je vais vous demander d'en retenir 2 ou 3. Alors soit parce qu'ils sont très très connus. Pablo Picasso est très connu. C'est un espagnol, hein, c'est pas un italien parfois comme je le vois dans les devoirs. Mais voilà, c'est une petite plaisanterie pour faire comprendre que voilà, il y a des artistes que vous avez le droit de pas aimer, mais vous êtes obligé de connaître un minimum de choses sur eux parce qu'ils ont marqué leur époque. Donc nous allons parler de Pablo Picasso et puis les autres artistes que je vais vous montrer. S'ils sont moins connus, c'est parce que je les ai choisis, c'est parce qu'on les étudiera à plusieurs reprises, qu'on les reverra en cours de chapitre. Alors Pablo Picasso, c'est un espagnol. Il est arrivé en France dans les années 1900. Et quand il apprend la Première Guerre mondiale, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, son premier réflexe, c'est de quitter la France. L'Espagne est un pays neutre, elle a fait le choix de ne pas rentrer dans le conflit, et Pablo Picasso, donc espagnol, n'est pas obligé de participer à la guerre, il n'est pas obligé de contribuer à l'effort de guerre, et donc c'est un exemple parmi d'autres d'attitude d'artiste face au conflit. Il va faire le choix d'aller visiter l'Italie, il va faire le choix d'aller visiter l'Espagne, de retourner en Espagne. Vous avez ici une photographie de Picasso à Barcelone en 1917. On est en plein moment de la bataille du chemin des dames. Et lui, pendant ce temps, profite de ce retour en Espagne pour faire de la peinture. Alors je vous ai choisi plusieurs peintures qu'il a pu élaborer pendant la Première Guerre mondiale. Alors notamment ce tableau d'Arlequin, qui représente tout à fait le genre de peinture qu'il peut faire, ce qu'on appelle le cubisme. Et puis après la guerre, il sera quand même marqué par la guerre, hein, même s'il n'y a pas participé, même s'il a fui les zones de combat, ce qui est tout à fait son droit. Il a eu ce qu'on appelle un moment, il a participé à un moment qu'on a appelé le retour à l'ordre, c'est-à-dire que pour lui, voilà, la guerre a trop chamboulé le monde et il va arrêter temporairement de faire ce genre de production qui lui paraissent trop révolutionnaires, trop remettre en question les bases de la culture, et il va faire retourner à quelque chose de plus classique, et vous avez le même Harlequin, mais peint en 1923 après la guerre. Ça, c'est directement une influence du conflit. Un retour à l'ordre, c'est ce qu'il souhaite, même s'il n'a pas contribué au conflit. Deuxième artiste que j'ai choisi, très connu, alors pas forcément dans les deux troisième, mais très très connu, vous devez le connaître, il s'appelle Marcel Duchamp. Alors Marcel Duchamp, lui, a réussi à se faire dispenser de combat, il est français, mais il a réussi à être dispensé de combat pour des raisons de santé, des problèmes au cœur, et il fait le choix de s'exiler aux États-Unis, et il va contribuer à des œuvres à élaborer sa carrière artistique, à élaborer des œuvres artistiques, et j'ai pris la même année 1917, et je vous montre l'œuvre qu'il a pu faire en 1917, c'est une œuvre qui s'appelle Fontaine,
qu'il a signé Hermout, mais c'est une œuvre de Marcel Duchamp, elle va faire scandale, on l'étudiera plus en détail en histoire de l'art, mais ici, donc il va faire ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que voilà, c'est une œuvre, voilà, pendant que d'autres combattent dans le chemin des dames, pendant que certains sortent de la bataille de Verdun, lui va élaborer Fontaine, donc un urinoir qu'il va signer et qui est aujourd'hui exposé dans le musée appelé Centre Pompidou à Paris. Alors ça, c'est un genre d'œuvre qu'on appelle des ready-made, donc déjà prêt. Il achète un urinoir qu'il va exposer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc Picasso, qui n'est pas français, lui échappe au combat. Il appartient à un pays neutre, il vient d'un pays neutre. Marcel Duchamp, lui, est dispensé de service militaire pour raison de santé. Il fait le choix de s'exiler aux États-Unis, qui n'est pas en guerre, ou en tout cas il n'y a pas de combat sur son propre sol. Et puis, on va étudier l'itinéraire d'un troisième personnage, qui est Guillaume Apollinaire. Alors Guillaume Apollinaire, si vous l'avez étudié, c'est plutôt en français, c'est un poète. Alors il est d'origine polonaise. Son vrai nom c'est Władimir Apollinare de Kostrowski. Et désolé, je parle très très mal polonais. Si vous l'avez étudié en français, vous le connaissez pour deux choses. Son recueil de poèmes Alcool, dans lequel il ne met pas de ponctuation, donc pas de point, pas de virgule. Et puis, il fait ce genre de poésie qu'il a appelé calligramme, donc 1918, là on est en plein conflit. Et en fait, ce sont des poésies, mais faites sous forme de dessin, de calligramme. Donc, reconnais-toi à cette adorable personne, etc., etc. C'est difficile à lire, hein, donc vous ne m'en voudrez pas pour le poème également. Alors lui, il est polonais, donc il aurait pu échapper au combat, mais il est marqué par la France. C'est un immigré qui aime son pays d'origine, et donc il va demander à être engagé volontaire dans l'armée française. Il va obtenir la nationalité française par la même occasion, et il va rejoindre le 38e régiment d'artillerie. Donc c'est assez amusant de voir ce poète tirer au canon du matin au soir, mais il va participer au combat. C'est une autre façon pour les artistes d'être mobilisés. Un artiste, son activité artistique, a priori, ne rapporte rien à la guerre, ne participe pas à la guerre, donc il va participer au combat en s'engageant. Et il sera blessé en 1916, et il ne reviendra plus sur les champs de bataille, il est trop blessé, donc vous le voyez ici, il a été trépané en 1916 après une blessure. Alors ça, c'est trois profils d'artistes. Celui qui quitte les zones de combat, celui qui échappe au combat pour des raisons de santé, et puis celui qui s'engage dans les tranchées. Après maintenant, c'est comment le travail artistique est mis au service de la guerre. Certains sont artistes, et leur travail artistique va contribuer à l'effort de guerre. Alors ce sera le cas notamment de Félix Vallotton. Alors Félix Vallotton, généralement les Français, alors c'est un peintre célèbre, hein, mais très peu connu des élèves, qu'on l'étudie assez peu au collège, même si ce tableau-là, vous le retrouvez dans quasiment tous les manuels scolaires qui existent. Alors Félix Vallotton, il a tout pour échapper à la guerre. Alors d'abord, il est suisse, même s'il a obtenu la nationalité française, mais il est d'origine suisse, il pourrait ne pas se sentir concerné par la guerre. Deuxième chose, il est très âgé. Hein, vous voyez, il est né en 1865, il mourra en 1925. Et il va participer à ce qu'on a appelé la mission artistique aux armées. La mission artistique aux armées, en fait, c'est l'armée qui va faire appel à de grands peintres, généralement trop âgés pour combattre, et on va leur dire, bah écoutez, vous aussi, même si vous êtes âgés, même si vous n'êtes que peintre et sculpteur, eh bien venez visiter les tranchées, venez visiter les zones de combat, et vous allez peindre des œuvres qui exalteront le patriotisme, vous allez peindre des tableaux qui montreront la beauté du combat pour sauver la France, et qui encouragera les civils à contribuer à l'effort de guerre, qui encouragera les militaires à continuer ainsi. Et donc la mission artistique aux armées, c'est un groupe de peintres en 1917 qui va donc visiter les tranchées et qui va ramener ce genre d'œuvre. Alors ici vous avez un tableau qui vous représente Verdun, la bataille de Verdun. Lui il en fait presque quelque chose de très beau, de très esthétique. Alors Vallotton lui va faire toute une série de tableaux. Alors ici vous avez un camp, le camp de Mailly, c'est dans le nord de la France. Et Vallotton va représenter des soldats sénégalais au repos. Alors ce tableau-là sera représenté dans une exposition au musée du Luxembourg en 1917 qui s'appelait Peintres aux armées.
et dans lequel on va montrer les combats et la réalité du combat aux hommes de l'arrière et aux femmes de l'arrière. Alors, faut pas se tromper sur les intentions de Vallotton. Vallotton voulait participer à l'effort de guerre, hein, il aurait aimé être soldat, il n'a pas pu à cause de son âge. Mais voilà, ce n'est pas non plus un guerrier fanatique. Et là, par exemple, dans ce tableau-ci, ce qui représente un cimetière à Chalon-sur-Marne, ce qu'il voulait montrer, c'était visuellement le nombre de victimes, le nombre de morts, avec cette accumulation de croix qui fait froid dans le dos. Et là aussi, ce tableau-là sera exposé en 1917 dans l'exposition Peintres aux armées. Ça, c'est la première méthode. En gros, les peintres font une espèce de travail de propagande, d'exaltation du patriotisme par leurs œuvres. Il y a une deuxième façon de contribuer. Alors là, c'est un peintre qui, là, lui, parle pour le coup très peu connu, hormis des spécialistes, qui est Lucien Victor Guirand de Sévola. Alors Guirand de Sévola, c'est le monsieur qui est là, a eu une idée. C'était en 1915, il a créé une section du camouflage au sein de l'armée française. Vous vous rappelez qu'en 1914, l'armée française avait eu un gros souci, hein, ils étaient armés, enfin ils étaient équipés de pantalons rouges extrêmement voyants avec des boutons en laiton qui se reflétaient au soleil. Le camouflage n'existe pas et le camouflage va apparaître dans les années 1914-1915 très rapidement dans les combats. Et Guirand de Sévola va donc créer une section de camouflage où il va embaucher des peintres. Alors ici, par exemple, à gauche, vous avez un très grand peintre français qui s'appelle Jean-Louis Forain qui est en train de camoufler des canons. Écoute, tu es peintre, donc camoufle, peint des canons, peint des camions, peint toute série d'équipements militaires pour dissimuler, pour faire des trompe-l'œil et dissimuler le matériel au vu des avions adverses. Et puis il va également embaucher des décorateurs de l'Opéra de Paris, par exemple, et il va leur faire fabriquer ce qu'ils savent faire en fait, hein. Leur compétence de décorateur fait qu'ils savent faire des décors de théâtre, ils savent faire de faux arbres, de fausses maisons. Et là, en l'occurrence, vous avez un exemple, on va leur dire, écoutez, faites ce que vous faites d'habitude, faites un faux arbre en carton, en bois, en métal, et à l'intérieur, un ou deux hommes pourront se dissimuler, et c'est un poste d'observation pour voir les tranchées adverses sans être repérés. Donc la section du camouflage, elle a embauché plusieurs milliers d'artistes, alors je vous dis décorateurs, peintres, et on a mis le savoir-faire de ces artistes au service d'une cause, la victoire. S'il y avait trois idées à retenir, enfin trois mots de vocabulaire à retenir. Alors d'abord le terme de arrière, ça on l'a déjà vu dans la première partie, donc ce sont les territoires situés hors des zones de combat. La notion de guerre totale qui est essentielle pour tout ce chapitre sur la Première Guerre mondiale, qui montre que la guerre mobilise la totalité du pays, y compris les artistes. Ça, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et puis, ces artistes ont parfois une œuvre de propagande, c'est-à-dire l'ensemble des actions pour influencer l'opinion publique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour certains personnages. On se retrouve très rapidement pour la troisième partie, qui est considérée à l'économie de guerre. Donc d'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les trouve. Au revoir à tous.